Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui concerne des millions de personnes, le cholestérol LDL et les statines. Ces médicaments sont parmi les plus prescrits au monde, avec plus de 200 millions de personnes qui en prennent quotidiennement. Pourtant, ils suscitent de nombreuses controverses dans le milieu médical. Certains les considèrent comme une avancée majeure dans la prévention cardiovasculaire, d'autres comme une surmédicalisation aux bénéfices surestimés et aux risques sous-estimés. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux et explorer les questions essentielles. Le cholestérol LDL est-il vraiment le meurtrier silencieux qu'on nous décrit? Les statines sont-elles la solution miracle ou simplement un traitement parmi d'autres? Quels sont leurs véritables bénéfices et risques? Et surtout, à qui profitent-elles réellement? Attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans un sujet complexe et parfois controversé, en analysant les données scientifiques les plus récentes pour vous aider à y voir plus clair. 1. Le cholestérol, ami ou ennemi? Commençons par comprendre ce qu'est réellement le cholestérol. Contrairement à une idée répandue, le cholestérol n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est une molécule essentielle à notre organisme, présente dans toutes les cellules du corps humain. Le cholestérol est un composant structurel des membranes cellulaires, il participe à la production d'hormones vitales comme la testostérone et les estrogènes, à la synthèse de la vitamine D, et au fonctionnement optimal du cerveau qui contient environ 25% du cholestérol total du corps. Le cholestérol circule dans notre sang sous différentes formes, transporté par des lipoprotéines. Les deux principales sont les LDL, lipoprotéines de basse densité, qui transportent le cholestérol du foie vers les tissus, et les HDL, lipoprotéines de haute densité, qui font le chemin inverse. C'est le fameux bon et mauvais cholestérol dont on entend parler. Cette simplification excessive a cependant conduit à diaboliser le LDL sans nuance. La théorie dominante depuis des décennies est que le LDL s'accumule dans les parois artérielles, formant des plaques d'athérome qui peuvent se rompre et provoquer des infarctus ou des AVC. Cette théorie lipidique, bien qu'ayant une part de vérité, est aujourd'hui considérée comme incomplète par de nombreux chercheurs. L'inflammation chronique, le stress oxydatif, l'alimentation ultra-transformée, la sédentarité et le tabagisme sont désormais reconnus comme des facteurs au moins aussi importants dans le développement des maladies cardiovasculaires. Plusieurs observations scientifiques remettent en question la vision simpliste du cholestérol LDL comme ennemi absolu. Par exemple, près de la moitié des personnes hospitalisées pour un infarctus ont un taux de cholestérol normal ou bas. Inversement, certaines populations avec un cholestérol LDL élevé présentent paradoxalement une longévité remarquable et peu de maladies cardiovasculaires, comme l'ont montré des études sur certaines populations rurales françaises, japonaises ou grecques. De plus, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, plusieurs études ont montré qu'un cholestérol total bas était associé à une mortalité accrue, toutes causes confondues. Une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal en 2016, portant sur près de 70 000 personnes âgées, n'a trouvé aucune association entre le cholestérol LDL élevé et la mortalité cardiovasculaire. Ces données suggèrent que la relation entre cholestérol et santé est bien plus complexe qu'on ne le pensait initialement. 2. L'histoire des statines, de la découverte à la prescription de masse. Les statines ont une histoire relativement récente. Tout commence dans les années 1970 lorsque le chercheur japonais Akira Ando découvre la première statine naturelle en étudiant des moisissures. Il cherchait des composés capables d'inhiber la HMG-CoA réductase, une enzyme clé dans la production de cholestérol par le foie. La première statine commercialisée fut la lovastatine en 1987, suivie par d'autres molécules comme la simvastatine, la pravastatine, la torvastatine, Lipitor, ou la rosuvastatine, Crestor. L'essor des statines est fulgurant. Dans les années 1990, les études cliniques comme la 4S, Scandinavian Simvastatin Survival Study, et WOSCOP montrent une réduction significative des événements cardiovasculaires chez des patients à haut risque traités par statine. Ces résultats encourageants conduisent à une extension progressive des indications. Un tournant majeur survient en 2001 avec l'étude à l'ALLT puis en 2002 avec l'étude Prospect qui suggère que les statines pourraient être bénéfiques même pour des personnes sans antécédents cardiovasculaires mais présentant des facteurs de risque. En 2004, l'étude CARD étend encore le champ d'application aux diabétiques sans maladie cardiovasculaire établie. Les recommandations des sociétés savantes évoluent alors radicalement. En 2001,
le National Cholesterol Education Programme américain abaisse considérablement les seuils de cholestérol LDL justifiant un traitement. De 2001 à 2013, ces seuils ne cesseront d'être revus à la baisse. L'effet est spectaculaire, en à peine 20 ans, la proportion d'Américains éligibles aux statines passe d'environ 13 millions à près de 40 millions. Aujourd'hui, près de 30% des adultes américains de plus de 40 ans prennent des statines. Cette expansion massive des indications a soulevé des questions sur les conflits d'intérêts potentiels. Une analyse publiée dans JAMA en 2017 a révélé que parmi les 24 experts ayant rédigé les recommandations américaines de 2013, 20 avaient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. Ces faits ont alimenté un débat sur l'indépendance des recommandations médicales et l'influence potentielle des fabricants de statines sur les seuils de traitement. 3. Efficacité des statines, décoder les statistiques. L'évaluation de l'efficacité des statines est un exercice complexe qui nécessite de comprendre comment les résultats des études cliniques sont présentés. Les laboratoires pharmaceutiques et certaines publications médicales mettent souvent en avant la réduction du risque relatif, un chiffre généralement impressionnant, plutôt que la réduction du risque absolu, bien plus modeste mais plus pertinente pour le patient. Prenons un exemple concret, l'étude Jupiter, largement médiatisée, a montré que la rosuvastatine réduisait le risque d'événements cardiovasculaires de 44% par rapport au placebo. Ce chiffre correspond à la réduction du risque relatif. Mais en termes absolus, le risque est passé de 1,8% dans le groupe placebo à 0,9% dans le groupe traité, soit une réduction du risque absolu de seulement 0,9%. Cela signifie qu'il faut traiter 120 personnes pendant 2 ans pour éviter un seul événement cardiovasculaire. Cette distinction entre risque relatif et absolu est cruciale pour apprécier le bénéfice réel des statines à l'échelle individuelle. Pour les personnes en prévention primaire, c'est-à-dire sans antécédent cardiovasculaire, le bénéfice absolu est particulièrement faible. Une méta-analyse publiée dans JAMA Internal Medicine en 2019 a conclu qu'en prévention primaire, il faut traiter environ 250 personnes pendant 5 ans pour éviter un décès cardiovasculaire. En revanche, pour les patients en prévention secondaire, c'est-à-dire ayant déjà eu un infarctus ou un AVC, le bénéfice est plus substantiel. Les études montrent qu'il suffit de traiter environ 30 personnes pendant 5 ans pour éviter un décès cardiovasculaire dans cette population à haut risque. La question de l'efficacité des statines selon l'âge est également importante. Chez les moins de 55 ans sans antécédent cardiovasculaire, les preuves d'un bénéfice significatif sont limitées. L-inverse, Ches les plus di 75 ans, L-intert des statins SD plus and plus remis en question, notamment par l'étude al-hat-al quine a montre aucun bénéfice sur la mortalité dans cette tranche d'âge. Un autre aspect souvent blig est l'impact des statins sur la mortalité toutes causes confondues, un critère portant essentiel. Si les statins reduisent bien les risques d'IAS cardiovasculaire en prévention secondaire, leur effet sur la mortalité globale en prévention primaire est beaucoup plus discutable. Voir inexistent selon certaines analyses independentes comme celle de la Cochrane Collaboration en 2013. Apat, les effets secondaires, scoon niveaux dit pastajors. Les statines sont réellement presentes comme des médicaments bientôt, mais cette perception right nuance. Les effets insirables des statines sont plus fréquents que les essais cliniques sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. En effet, ces études excluent souvent les patients susceptibles de développer des effets secondaires lors des phases préliminaires, ce qui minore artificiellement leur fréquence dans les résultats finaux. L'effet secondaire le plus connu des statines concerne les muscles. Les douleurs musculaires, les myalgies, touchant selon les études observationnelles entre 1 à 0 et 25% des patients sous statines. Ces douleurs peuvent être grosses et transitoires, mais parfois suffisamment invalidantes pour affecter la qualité de vie. Dans de rares cas, environ 1 sur 1 à 0,000, une forme ver appel rhabdomyolyse peut survenir, provoquant une destruction massive des cellules musculaires potentiellement mortelles. Les troubles cognitifs constituent un autre effet insirable préoccupant. Des études comme prosper et des rapports de pharmacovigilance ont signal des cas de troubles de la mort, de confusion et de difficultés de concentration chez certains patients sous statines.
En 2012, la DADLers adjout un mais en garde concernant ses effets sur les notices des statins. Ces troubles sont réellement reversibles à l'art du traitement. Le risque de diabète induit par les statins est également significatif. Yun ta analyse publi dans de Lancet en 2010 et montre que les statins augmentent le risque de développer un diabète de type 2 de environ 5%. Si risque est dose-dependent et particulièrement marqué avec les statins les plus puissantes comme l'atorvastatin forte dose ou la rosuvastatin. De autres effets secondaires moins connus mais documents incluent des troubles hepatiques, elevation des enzymes hepatiques chez 0.3% des patients, des troubles du sommeil, des neuropathies préfriques, et des troubles digestifs. Certaines publications scientifiques recentes voquent également un risque accru de cataracte, d'insuffisance rénale et de certains cancers long term, bien que ces associations restent controversies. La question de la sous-declaration des effets insirables est centrale. Une étude de l'Université de Californie a montré que les médecins ni rapportent aux autorités sanitaires qu'environ 0% des effets insirables observés en pratique courante. Cette sous-notification systématique conduit sous-estimer la prévalence réelle des effets secondaires dans la population. Plus préoccupant encore, plusieurs analyses ont révélé que les essais cliniques financés par l'industrie pharmaceutique rapportent significativement moins d'effets insirables que les études indépendantes sur les mêmes molécules. Cette disparité soulève des questions sur la transparence et l'exhaustivité des données discrètes disponibles. 5. Alternatives aux statins, approaches complementaires et naturels. Face aux limites des statins et leurs effets secondaires potentiels, de nombreuses approaches alternatives, les complementaires existent pour le risque cardiovasculaire. Ces approaches visent souvent traiter non seulement les tox de cholesterol, mais l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, dans une perspective plus holistique. L'alimentation constitue le premier pilier de ces alternatives. L'IRGEM détermine et montre une efficacité remarquable dans la réduction du risque cardiovasculaire, comme il approuve l'étude prédime publiée dans le New England Journal of Medicine. L'IRGEM rich en huile d'olive, noix, poissons, fruits et légumes est réduit de 30% le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, un résultat comparable celui des statins mais sans effets secondaires. The autres approaches alimentaires comme l'IRGEM dietary approaches to stop hypertension, les lysergimes based de plantes ont également montré des bénéfices significatifs. L'activité physique régulière représente un autre levier puissant. Une ta analyse publiée dans de Lancet en 2016 na montre qu'une activité physique moderne pratique régulièrement réduisait la mortalité cardiovasculaire de 20-30%, indépendamment du niveau de cholesterol. L'Organisation mondiale de la santé recommande des moins 100 at 50 minutes de activité moderne par semaine, ce qui peut inclure la marche rapide, le vélo ou la natation. Certains compléments alimentaires présentent également un intérêt. La levure de riz rouge, qui contient des monocolines dont l'action est similaire celle des statins mais dosage plus faible, peut réduire le cholestérol de 20-30%. Les negativo 3 fort dose, 2-4 gram par jour, ont montré des effets bénéfiques sur les triglycérides et l'inflammation vasculaire. La berberine, un alcaloïde extrait de certaines plantes, présente des propriétés hypocholesteromiantes intéressantes avec une réduction du de 15-20% selon certains studies. De autres substances naturelles comme les coenzymes, les isacero, la niacine, vitamine U3, les phytostrols, l'L-ferment. La spiruline ont montré des effets modestes mais significatifs sur le profil lipidique et sur certains marqueurs de l'inflammation cardiovasculaire. La gestion du stress constitue un aspect souvent négligeable mais essentiel. Des techniques comme l'ambitation de pleine conscience, le yoga ou la cohérence cardiaque ont montré des effets bénéfiques sur la pression artérielle, l'inflammation et directement sur l'athérosclérose, comme il a montré une étude publiée dans Archives of Internal Medicine. Enfin, l'art du tabac reste l'intervention la plus efficace pour réduire les risques cardiovasculaires, avec une diminution du risque d'infarctus de 50% dans en souvent l'art, indépendamment du tox de cholesterol.
Ces approaches non-medicamentuses presentent advantage disibler simultanément plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, diabetes, inflammation, stress oxidatif, et non uniquement le cholesterol libre. Leur efficacité est souvent comparable celle des statins en termes de réduction du risque absolu, avec un profil discret nettement plus favorable. Anim, pourquoi les statins sont elles vraiment efficaces? La lumière des données scientifiques actuelles, il est possible d'identifier plus précisément les populations pour lesquelles le rapport bénéfice risque des statins est clairement favorable, celles pour lesquelles il est discutable, et celles pour lesquelles il est probablement favorable. Le consensus scientifique est le plus fort concernant les patients en prévention secondaire, c'est dire ayant subi un événement cardiovasculaire comme un infarctus ou un lycée. Pour ces patients haut risque, les études montrent une réduction significative du risque de récidive et de mortalité cardiovasculaire. Le nombre de personnes traitées pour vaitre un événement est relativement bas, entre 20 et 30 sur 5 ans, ce qui justifie réellement la prescription de statins malgré les effets secondaires potentiels. Les patients diabétiques avec d'autres facteurs de risque cardiovasculaire constituent également un groupe pour lequel les statines semblent offrir un bénéfice tangible. L'étude CARD a montré une réduction significative des événements cardiovasculaires chez ces patients, même en l'absence d'antécédents cardiaques. Pour les personnes présentant une hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique caractérisée par des taux extrêmement élevés de cholestérol LDL dès le plus jeune âge, les statines représentent souvent un traitement de première ligne justifié. Sans traitement, ces patients développent fréquemment des maladies cardiovasculaires précoces. En revanche, pour les personnes âgées de plus de 75 ans sans maladie cardiovasculaire établie, le bénéfice des statines devient beaucoup plus incertain. Plusieurs études, dont Prospect et une analyse secondaire de ALALLT, n'ont pas démontré de réduction significative de la mortalité dans cette population. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des effets secondaires et d'interactions médicamenteuses en raison de polymédication fréquentes. Pour les femmes sans facteur de risque cardiovasculaire, la prescription de statines est particulièrement questionnable. Une méta-analyse publiée dans Archive of Internal Medicine en 2012 n'a trouvé aucune réduction significative de la mortalité chez les femmes traitées par statine en prévention primaire. Cette absence de bénéfice, combinée aux effets secondaires potentiels, remet en question la pertinence d'une prescription systématique dans cette population. Enfin, chez les adultes jeunes, moins de 40 ans, sans facteur de risque majeur autre qu'un cholestérol légèrement élevé, le bénéfice absolu des statines est extrêmement faible. Le nombre nécessaire à traiter pour éviter un événement sur 10 ans peut dépasser 1000 personnes. Dans ce contexte, les approches non médicamenteuses, alimentation, activité physique, devraient être privilégiées en première intention. Une approche personnalisée, tenant compte du risque cardiovasculaire global de chaque individu, et non du seul taux de cholestérol, de ses préférences personnelles et de sa tolérance aux médicaments, semble donc bien plus pertinente qu'une prescription basée uniquement sur des seuils arbitraires de cholestérol LDL. Conclusion, vers une approche plus nuancée et personnalisée. Au terme de cette analyse approfondie, plusieurs conclusions s'imposent concernant le cholestérol LDL et les statines. Le message principal est que nous devons dépasser la vision simpliste du bon et du mauvais cholestérol pour adopter une approche plus nuancée et personnalisée de la santé cardiovasculaire. Premièrement, le cholestérol LDL n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres, et son importance a probablement été surestimée au détriment d'autres facteurs comme l'inflammation chronique, l'alimentation ultra-transformée, la sédentarité ou le stress. Une approche holistique de la santé cardiovasculaire, considérant l'ensemble des facteurs de risque modifiables, semble plus pertinente qu'une focalisation exclusive sur le taux de cholestérol. Deuxièmement, les statines ont certainement leur place dans l'arsenal thérapeutique, particulièrement pour les patients à haut risque cardiovasculaire ou en prévention secondaire. Cependant, leur prescription systématique à des populations à faible risque, sur la base de seuils de cholestérol de plus en plus bas, est questionnable au regard du rapport bénéfice-risque individuel. Troisièmement, les effets secondaires des statines, bien que généralement modérés, sont plus fréquents que ce que suggèrent les essais cliniques et peuvent significativement affecter la qualité de vie. Une surveillance attentive et une écoute bienveillante des patients rapportant des symptômes sont essentielles pour une prise en charge optimale. Quatrièmement,
les approches non médicamenteuses comme l'alimentation méditerranéenne, l'activité physique régulière, la gestion du stress et certains compléments alimentaires offrent des alternatives ou des compléments efficaces aux statines, avec un profil de sécurité généralement plus favorable. Enfin, la décision de prendre ou non des statines devrait résulter d'une discussion éclairée entre le patient et son médecin, tenant compte du risque cardiovasculaire global, des préférences individuelles, de la qualité de vie et des valeurs du patient. Cette décision partagée représente l'antidote à une médecine standardisée basée uniquement sur des seuils numériques décontextualisés. Il est temps d'évoluer vers une approche plus nuancée et personnalisée de la gestion du cholestérol et du risque cardiovasculaire, où les statines ne sont ni diabolisées ni encensées, mais considérées comme un outil parmi d'autres dans une stratégie globale de santé cardiovasculaire. La science évolue constamment, et notre compréhension du cholestérol et des maladies cardiovasculaires continuera de s'affiner. Restons ouverts aux nouvelles données, critiques face aux dogmes établis, et attentifs à cette finalité qui nous unit tous, améliorer la santé et le bien-être de chacun par des décisions médicales personnalisées, éclairées et respectueuses de l'individu dans sa globalité.